L'idée générale de ce qu'on fait, c'est de devenir plus humain. Tous, en dehors du masculin ou du féminin, on veut juste être plus humain. Et pour ça, ça veut dire que là, on ne cherche pas une révolution, mais on cherche l'évolution de nos relations. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Il y a quelques semaines, on a parlé avec Corinne Salvomareux de la condition de la femme, surtout dans l'évolution de l'histoire de La Réunion. Et ce qu'on a découvert n'a pas été vraiment très simple à gérer et à assumer. On va juste rappeler un petit peu sur quoi on a terminé et après on abordera un autre sujet dans Cosmo Réunionnais. L'évolution du statut de la femme à La Réunion a été quelque chose, mais c'est un paradoxe de se rendre compte que parfois, il y a des endroits où on a l'impression que le temps s'était arrêté. Oui, il y a des événements dans l'histoire de la femme à La Réunion où on peut dire que le temps s'arrête. Malgré tout, il va quand même créer des failles pour les générations suivantes. On en a parlé récemment d'un procès qui était de nouveau remis... remis au bout du jour, le traitement des femmes dans les années 70 dans un hôpital de Saint-Benoît. C'était les années 60-70, effectivement, à la clinique Saint-Benoît. Donc on avait évoqué cette histoire tragique des 30 courageuses de La Réunion, même si en réalité elles étaient 36 femmes réunionnaises à avoir osé maintenir leur dépôt de plainte à l'époque, donc en 1970-71, pour mettre devant la justice les médecins et toute autre partie prenante de ce réseau-là anti-démographie de La Réunion, enfin vraiment engagé dans une contrôle des natalités avec des stérilisations forcées ou même des contraceptions forcées à l'insu des femmes réunionnaises avec des produits normalement destinés au domaine vétérinaire. Et on le voit à quel point c'est parfois caché, à quel point parfois c'est protégé, que ceux qui l'ont fait ont été protégés. Et pour le paradoxe, c'est de savoir que ces femmes-là, elles ont été quand même condamnées dans cette affaire. Et oui, et ces femmes-là ont dû, à l'époque, quand même payer leurs frais de justice et elles n'ont reçu aucune indemnité de dommages et intérêts. Il n'y avait que 2 maris sur les 36 femmes qui ont maintenu leur plainte, qui ont pu obtenir des dommages et intérêts très faibles, juste avec un motif de le fœtus nous appartenait. À l'époque, on avait encore ce patriarcat-là de l'homme domine, c'est l'homme qui maîtrise, c'est l'homme qui contrôle, donc c'est lui qui a été indemnisé. Donc il est vrai, comme vous le disiez au début de l'émission, l'enquête a été rouverte tout récemment, donc c'est pas une histoire qui est terminée. Pour montrer aussi que l'histoire de La Réunion, le passé est malheureusement ou heureusement encore très présent. Et ça, c'est le problème depuis maintenant 50 ans, c'est-à-dire comment regarder l'histoire, comment regarder ses souffrances, tout en ayant le respect, tout en essayant de ne pas victimiser trop ou de trop taper sur les responsables. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé cet équilibre. Alors c'est vrai que depuis qu'on a commencé cette chronique, pour trouver un moyen d'avoir un meilleur vivre ensemble homme-femme à La Réunion, c'est le but, c'est pour ça qu'on soulève les coins de tapis, pour remettre en lumière certains éléments de l'histoire qui vont donner une explication et une compréhension sur pourquoi est-ce qu'il y a telle mentalité dominante ou tel comportement dominant de la part des femmes ou de la part des hommes à La Réunion, parce que c'est propre à leur histoire culturelle et à l'histoire de l'île. Donc forcément, l'objectif de cette émission, c'est ça. Après, on ne peut pas non plus ne pas taper sur les doigts des parties prenantes. En l'occurrence, là, les employés de la clinique Saint-Benoît, comme on l'avait dit la dernière fois, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils le faisaient d'ailleurs en contrepartie d'une rémunération ou d'une commission pour certains médecins généralistes qui redirigeaient les femmes réunionnaises vers la clinique Saint-Benoît alors qu'elles avaient juste une douleur par-ci, par-là, et qu'elles étaient enceintes et qu'elles s'inquiètent, qu'elles ont besoin de suivi. Ben non, en fait, une fois à la clinique, elles ressortent, il n'y a plus de bébé, malgré qu'elles étaient enceintes de 4 à 8 mois de grossesse pour certaines, et en plus les trompes sont ligaturées. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi dire ce qu'il y a à dire,
dire les faits, ne pas avoir peur des mots et des faits. C'est un fait, il y a eu des parties prenantes. On a là le reflet réel des dérives en fait, de l'humanité et de certains traits de caractère. Dans les témoignages qu'on avait cités dans l'émission précédente, certains médecins précisaient qu'ils étaient couverts. Ils savaient qu'ils étaient couverts. De toute façon, quand on regarde les décisions de justice, aucun n'a vraiment été oui, ils ont juste sanctionnés. été sanctionnés de ne plus exercer pendant 1 à 5 ans pour certains. Mais c'est rien, c'est même grave en fait. En tant que médecin, il y a le serment d'Hippocrate qui est quand même très important à prendre en considération. Donc le serment d'Hippocrate, si le médecin va à l'encontre du serment d'Hippocrate et qui finalement il exerce son métier au détriment du bien-être corporel et psychologique des patients, c'est clairement les douleurs qui ont été générées sur ces femmes réunionnaises. Parce que il y a eu ces femmes-là, mais on le sait, d'un point de vue karmique, les choses se suivent, elles descendent sur les descendants. Donc les filles de ces mères, les enfants de ces mères-là ou de ces grands-mères-là portent encore dans leur gène et dans leur quotidien l'histoire de ce traumatisme vécu par un membre de leur famille ou un membre de leurs ancêtres. Et je voulais juste, conforter un petit peu la démarche de Corinne Savoie-Mareux, c'est que, regardez, quand est déclenchée l'opération d'envoyer les enfants en métropole, des années 60, Debré arrive en 1963, ça commence l'opération des enfants dans les campagnes françaises. Et comme ça va pas assez vite dans la régulation démographique, ils vont commencer donc, ici sur place, à essayer de réduire les naissances. Et c'est là où on voit quand même derrière une vraie stratégie, une vraie politique de réduire le nombre d'enfants dans les familles modestes, précaires, pauvres de La Réunion. Et on voit quand on va rouvrir le procès de la clinique Saint-Benoît, du Saint-Benoît, on va revivre ça et on va voir à quel point être pauvre à l'époque, être modeste, être précaire, c'était en soi un mal pour la société réunionnaise, surtout pour ceux qui avaient les moyens et ceux qui pouvaient dire ils ne voulaient plus d'enfants noirs à La Réunion. Un blanchissement. De toute façon, Blanchissement de La Réunion. De toute façon, le blanchissement de La Réunion est toujours un élément en cours. C'est pour ça que quand on disait tout à l'heure qu'on n'est pas là pour taper sur les doigts, on est là pour exposer des faits, c'est vrai. En revanche, je ne mâcherai pas mes mots. Après, effectivement, il ne faut pas en faire une généralité. Je veux dire, là, on tape sur les doigts des médecins qui venaient de métropole, etc. Oui, on ne va pas taper sur les doigts de tous les médecins qui viennent de métropole. On ne va pas taper sur les doigts de tous les salariés qui travaillaient à l'époque et ceux qui travaillent aujourd'hui à la clinique Saint-Benoît. Mais c'est des choses qui se doivent d'être dénoncées. Il faudra mettre en exergue une politique réelle qui a été mise en place par un certain nombre de personnes pour que la population de couleur à l'époque ne fasse le moins d'enfants. Parce que déjà, on se posait la question de savoir est-ce qu'il y avait plus de noirs que de blancs. Il fallait réduire la population noire à La Réunion. Donc il y a une question de logique. Il y a eu le code noir, il y a eu l'esclavage. C'est clair qu'à un moment donné, maîtriser la population de couleur, c'était presque logique de la part de ces personnes qui voulaient quand même une ascendance des blancs. Et même dans les corps politiques, on peut dire qu'on tape sur les doigts des pouvoirs publics, mais même chose, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre où on va taper sur les doigts de tout le monde dans qui représente les pouvoirs publics. Preuve en est, depuis quelques décennies maintenant, on a quand même certaines personnalités politiques qui rentrent dans le jeu politique, justement pour changer la donne, justement pour changer les prises de pouvoir, les prises de décision et représenter beaucoup plus les intérêts du peuple plutôt que les intérêts individuels d'une minorité de personnes au niveau politique. Et à ce niveau-là, on va se rendre compte à un moment donné qu'on continue parfois dans le développement économique à porter en filigrane ou en fil rouge cette volonté de mettre en place une population qui va se blanchir, en espérant que ça va se blanchir. Et c'est une réalité, malheureusement. Et c'est une réalité. Depuis qu'on a commencé l'émission, c'est vrai qu'on a dépoussiéré, depuis la date de la colonisation de l'île, comment est-ce que la femme a été partie prenante au début d'une valeur ajoutée pour la colonisation de l'île, puisqu'on était là pour coloniser l'île et se reproduire et être en même temps de la main-d'œuvre. Et puis voilà, on a affaire du coup à plusieurs événements successifs qui finalement sont des formes de discrimination depuis que la colonisation
colonisation de l'île a commencé envers les femmes. Alors, le mot colonisation, à chaque fois, je suis très prudent dessus. Quand on dit colonisation de l'île, là, il ne faut pas le prendre au sens péjoratif. Coloniser l'île, c'est amener la population à construire une population. Donc, c'est faire en sorte que l'île se développe également d'un point de vue démographique. D'un point de vue social, économique, exactement. Donc, je vous proposerais bien d'entrer dans la période, puisqu'effectivement, on a terminé 1960-1970 jusqu'à 1971, date du procès contre les médecins de la clinique Saint-Benoît. Donc, on pourrait rentrer dans la période 70-80. Mais avant d'aller plus loin, moi, j'avais envie de faire un grand pas en arrière, c'est de remonter à la création originelle d'Adam et Ève. Quelle image de la femme donne-t-on au niveau religieux, que ce soit au niveau chrétien, Coran ou judaïsme? Donc une bride très succincte, parce que de toute façon le temps limité de l'émission ne permettrait pas de rentrer dans le détail de chacune des religions et des textes saints. Il y a une définition qui est très importante à comprendre d'un mot que vous serez amené à voir de plus en plus et à peut-être même employer, c'est l'altérité. Alors qu'est-ce que l'altérité? C'est un concept philosophique dans lequel on se reconnaît dans la différence de l'autre. Donc c'est très important puisque c'est le caractère de ce qui est autre, tout en reconnaissant soi dans la différence de l'autre. Donc l'altérité va être un mot qui sera redondant quand on parle de parité homme-femme. Puisque c'est là en fait toute la clé, c'est que l'homme puisse reconnaître la femme, mais qu'il puisse aussi se reconnaître en la femme, tout en étant conscient qu'elle est autre. Alors, je vais juste faire une parenthèse dans une religion que je connais un tout petit peu et sans prétention. Ce qu'elle vient de dire, Caroline Salommareux, il faut savoir que dans la Trimurti indienne, donc dans la trinité indienne, Brahma, Vishnu, Shiva, on dit qu'un homme est une coquille vide sans une femme. Saraswati, c'est la femme de Brahma, Vishnu, c'est Lakshmi, et Parvati, c'est la femme de Shiva. C'est la femme au sens où la femme est la moitié de l'homme. Donc c'est pour ça que je parle, quand on parle d'altérité. Pas plus, pas moins. Voilà, l'égal, chacun. L'homme est moitié, la femme est moitié. Ça fait un seul être. Et d'ailleurs, dans la Bible, justement, on en parle, il y a des altérations de perception des textes et de traduction des textes qui fait que les textes sont mal traduits, sont mal compris, donc, par les lecteurs. Et dans la Bible, on dit que Dieu a pris une côte d'Adam pour créer Ève. Ce qui est totalement faux, ce n'est pas une côte, mais c'est un côté d'Adam. C'est-à-dire, on a pris une partie d'Adam pour créer Ève. Et là, on y est. C'est-à-dire qu'encore une fois, plusieurs siècles en arrière, au fil des traductions des textes saints dans différents corps religieux, les traductions peuvent amener à une mauvaise interprétation de ce qui est dit. Et les interprétations, on le sait, c'est un biais cognitif qui est propre à chacun, à son expérience, à son éducation et à sa personnalité. Donc forcément, là déjà, il y a une faille qui s'est créée dans l'éducation religieuse. Pour encore aller dans cette... montrer que la femme a pris... certains hommes, dans la lecture et dans l'interprétation, à isoler la femme, l'a mis vraiment de côté pour essayer que sa place soit réduite dans les sociétés, c'est qu'il y a eu de l'interprétation. Et sans vouloir jouer d'expert en quoi que ce soit, quand on regarde la place de la femme dans la religion chrétienne, surtout des femmes autour de Jésus, tout le monde a voulu que Jésus soit vraiment quelqu'un de totalement irréprochable, qu'il n'ait pas eu de petite amie, qu'il n'ait pas eu une femme. Le Da Vinci Code a mis les pieds dans le plat. Je ne dis pas que c'est vrai ou c'est pas vrai, je n'aurai pas la prétention de vous dire qu'est-ce qui est vrai ou pas, j'en sais strictement rien. Mais c'est vrai que quand on regarde Da Vinci Code, ça pose le problème de ce que a été vraiment Jésus en tant qu'homme. Oui, alors ça pose le problème de qui a été Jésus en tant qu'homme, mais c'est aussi Jésus dans la Bible, on le met en valeur justement parce que au début il est mal vu parce que justement il s'adresse aux femmes. Il laisse les femmes l'approcher, le toucher, parler, et d'ailleurs même il donne son enseignement aux femmes. Et elles ne seront pas reconnues comme disciples à part entière officiellement, et pour autant il leur donne l'enseignement qu'il est venu distribuer. Et en plus, dans l'histoire, quand on lit la Bible, c'est pas une femme de très belle vie, pas une femme qui a une très belle image. Marie-Madeleine, selon celui qui raconte, ça part d'une courtisane, ça part d'une princesse, ça part d'une prostituée. On ne sait pas trop comment
Aujourd'hui, quand on lit la Bible, quelle image donner à Marie-Madeleine? Et dans le film de Maurice Pialat, La dernière tentation du Christ, où Jésus cède à ses envies, à son désir sexuel, où il a 2 femmes, 2 enfants, des enfants, et là il y a tout un contexte qui est mis en place. Et si c'était vrai? Je me souviens avoir eu cet échange quand j'ai fait mon catéchuménat avec ma préceptrice. Ça devait être en 2015 ou 2016, à l'époque où le mariage gay était sur le feu de on le légalise, on le légalise pas, on le reconnaît pas. Et puis du coup, on en discute forcément en cours de catéchuménat. Je lui demande qu'est-ce que t'en penses. Elle m'explique que dans la Bible, c'est pas comme ça, c'est un homme, une femme, etc., etc. Ce que je vois quand je prends du recul dans l'enseignement de la Bible, c'est l'amour. C'est la seule chose que je retiens. C'est Jésus est descendu pour réapprendre à ce que l'homme et la femme s'aiment, à ce que tout le monde s'aime, à ce qu'il y ait la paix au travers des pays. D'ailleurs, les prières, ce sont des chants d'amour, ça génère une émotion, les chants chrétiens, des prières au sein des églises. Donc, si 2 hommes ou 2 femmes s'aiment, n'est-ce pas là tout l'objectif de Dieu? Que les gens s'aiment. Et elle me dit, oui, vu sous cet angle-là, effectivement... Et je sais qu'elle a été amenée à revoir ses positions parce que on n'est plus là dans un homme, une femme, la Bible a écrit comme ceci, a écrit comme cela. C'est l'amour. Et justement, cette question d'amour, et encore une fois, quand on parle du statut de la femme dans l'histoire de la Réunion, c'est ça qu'on ne trouve pas, c'est l'amour. La reconnaissance. Pourquoi on n'a pas aimé? Pourquoi on n'a pas accepté la femme telle qu'elle est, avec tout ce qu'elle est? Parce qu'elle apporte. Et la première chose que j'ai toujours trouvé incroyable, c'est qu'on reproche à la femme ce qu'elle est. C'est sa capacité d'enfanter, mais surtout le désir que la femme fait susciter à l'homme, le désir que la femme déclenche chez l'homme. Certains hommes reprochent à la femme qu'il soit faible face à eux. Non mais en plus, ça c'est dingue parce que c'est exactement là-dessus où je voulais en venir. Le judaïsme enseigne à vouloir que chaque individu prenne ses responsabilités, assume ses responsabilités. Dans l'ordre, pourquoi est-ce que j'en arrivais à là, et tu fais une très bonne transition, le judaïsme dit, quand Dieu s'adresse à Adam pour savoir pourquoi est-ce qu'il a cédé à la tentation, Adam va dire, mais c'est la faute d'Ève. Et en fait, les textes se sont arrêtés à là, c'est la faute d'Ève. Et quand Dieu s'adresse à Ève pour lui dire, mais pourquoi est-ce que tu as cédé à la tentation? Et Ève va lui répondre, c'est la faute au serpent. Et en réalité, ce qu'on voit là, c'est que chacun va rejeter la faute sur une tierce personne, sur quelqu'un d'autre. J'aime bien qu'on termine là-dessus, parce que la question est là. Corinne Savon-Mareuil pose la question. Finalement, qu'est-ce que chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous voulons? Et je terminerai là-dessus. Oui. C'est que l'idée générale de ce qu'on fait, effectivement, c'est de devenir plus humain. Tous, en dehors du masculin ou du féminin, on veut juste être plus humain. Et pour ça, ça veut dire que là, on ne cherche pas une révolution, mais on cherche l'évolution de nos relations. Et ça va être important parce que plus ça va aller, plus on va essayer de chercher au fond de nous-mêmes, d'abord qui on est vraiment. Et puis si on est comme ça, c'est la faute de qui? Merci Corinne Savon-Mareuil. Et merci pour tout ça, parce que ça nous permet aussi d'aller chercher nos racines, parce que nous avons besoin de nos racines pour savoir qui on est, et on n'y coupera pas. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.